de crimes contre l'humanité à travers ce génocide qui est en train de se perpétrer au grand jour en Kabylie, mais que les diverses affaires de diversion passent au second plan pendant que les gens meurent de Covid, meurent des incendies et pendant que les porte-paroles de la société kabyle sont emprisonnés arbitrairement. J'accuse les membres du HCS, au Conseil de la sécurité, de forfaiture et de violation des lois de la République en classant illégalement et sur aucune base juridique le MAC en tant qu'organisation terroriste. J'accuse le président algérien de violation de la loi fondamentale algérienne à travers l'ordonnance présidentielle du 10 juin criminalisant le droit à l'autodétermination pourtant consacré par l'article 32 de la Constitution. J'accuse le gouvernement algérien de crimes contre l'humanité avec non-assistance à peuple en danger en refusant l'approvisionnement en oxygène et en équipements médicaux des hôpitaux de la Kabylie. Des équipements médicaux pour les hôpitaux de la Kabylie. J'accuse de crimes contre l'humanité et contre la nature le gouvernement algérien, les militaires algériens qui ont incendié les 3/4 du territoire de la Kabylie et en bloquant l'aide internationale pour l'éteindre, tout en refusant d'aller lui-même éteindre le feu. Nous avons vu des vidéos dans lesquelles, au passage d'un hélicoptère, des feux sont allumés automatiquement derrière. Nous avons vu un hélicoptère soi-disant désigné, chargé d'éteindre le feu, aller jusqu'à la mer, à Bougie, remplir le seau pour aller éteindre le feu, mais dès qu'il a pris de la hauteur, vider son seau et repartir vide, soi-disant, pour aller éteindre le feu. J'accuse le régime algérien, la police algérienne, de se faire la complice de crimes décidés par le commandement militaire. J'accuse le régime algérien d'assassinat du jeune Ben Smaïl. Ce sont eux qui l'ont tué. Les vidéos ne peuvent pas être retirées des médias. J'accuse le procureur de la République d'avoir plié l'enquête avant l'heure. J'accuse la police de l'Arval et Siresen d'avoir refusé de porter assistance à personne en danger et d'avoir même permis l'assassinat devant sa porte et dans son fourgon cellulaire du jeune Ben Smaïl. J'accuse le gouvernement algérien, la police algérienne, d'essayer d'arrêter des militants pour les contraindre à signer des aveux qu'ils n'ont jamais fait, selon lesquels c'est le MAC qui a incendié la Kabylie et c'est personnellement Farhat Mahni qui aurait donné ordre aux militants de le faire. J'accuse les autorités politiques, le Wali de Tizi Ouzou notamment, et même s'il a été envoyé ailleurs, mais la politique continue actuellement, de faire en sorte que pour recevoir, soi-disant, des compensations par rapport aux pertes humaines, aux pertes matérielles et animales, que les gens fassent une déclaration à la municipalité, mais qu'au préalable, ils signent une déclaration reconnaissant que c'est le MAC qui a incendié la Kabylie.
j'accuse le régime algérien d'avoir monté tout ce complot uniquement pour faire croire à l'opinion internationale que c'est le MAC qui est derrière tous les malheurs de l'Algérie et que, par conséquent, il faille extrader un opposant qui est un poète, un homme de lettres, un artiste, un humaniste et un homme de paix. Chers amis, quelle que soit la situation actuelle et les conséquences de tout ce complot, je me sens meurtri dans ma chair et dans mon âme par rapport à la machine de propagande du régime algérien qui fait fonctionner l'ensemble du pays comme une caserne, notamment l'ordre informationnel, les médias en général, juste dans le but d'abattre un homme, d'abattre un mouvement. Je remercie la France d'avoir refusé l'extradition d'un homme innocent qui, de surcroît, est sous protection de statut de réfugié politique. Sur les relations internationales, notamment le droit à l'autodétermination de la Kabylie, qui est à l'origine de la rupture des relations diplomatiques entre le Maroc et l'Algérie, et ce n'est pas l'affaire du Sahara qui est directement la cause de cette rupture diplomatique, mais bien l'évocation et du droit à l'autodétermination du peuple kabyle à l'ONU et son soutien par le Maroc pour le peuple kabyle. Le reste, je reste à votre disposition pour répondre à vos questions et je salue les militants sur le terrain. Je salue ceux qui ont été arrêtés, mais qui tiennent debout encore face à l'ignominie. Je salue les militants qui ne plient pas devant les pressions. Je salue les citoyens qui restent lucides en Kabylie et qui refusent d'aller dans le sens de l'escalade verbale et l'escalade de la tension pour monter les uns contre les autres. J'accuse le gouvernement algérien de vouloir organiser une guerre civile contre les Kabyles en Algérie. Tous les moyens sont déployés contre nous. Et quand vous voyez un président de la République qui vous dit « Nous mettrons tous les moyens en position entre nos mains pour faire payer à un homme son opposition. » C'est quoi si ce n'est une menace de mort? Un président de la République qui menace de mort un homme. Ma personne ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, je voudrais m'incliner à toutes ces victimes de la Covid, auxquelles le régime algérien bloque toute aide, ne serait-ce que d'oxygène, pour éventuellement les sauver. Je rends hommage à toutes ces victimes dans les villages, de gens qui ont perdu leur vie par la faute des incendies, et que le régime algérien passe en pertes et profits. L'essentiel étant que
La fin justifie les moyens. Même la nature, brûlée, tout le cheptel, toute la faune, toute la flore de la Kabylie qui est ravagée, cela me fait sincèrement du mal au plus profond de moi-même. J'ai vu des gens qui sont en train d'appeler les Algériens, des Kabyles qui appellent des Algériens à venir prendre le reste de leur cheptel parce qu'ils n'ont plus rien à leur donner. J'accuse le régime algérien d'avoir occasionné en quelques semaines, par les incendies et la Covid, un retard économique pour le peuple kabyle d'au moins 5 ans. J'élève une protestation internationale contre les arrestations arbitraires des militants du MAC et contre le fait d'obliger, de contraindre, de torturer des prisonniers pour qu'ils puissent avouer qu'ils sont du MAC et de reconnaître que ce serait le MAC qui leur aurait donné l'ordre de tuer. J'avise l'opinion internationale que le machiavélisme du régime algérien ne va pas s'arrêter là et que tous ces crimes vont probablement, certainement, en appeler d'autres. Je voudrais juste leur dire ceci. Jamais, au grand jamais, un militant du MAC, du Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, ne commettra un crime politique ou un crime crapuleux tant qu'il est militant du MAC. Donc tout ce qui se passera comme attentat, comme crime à l'avenir, que l'on ne pointe pas le doigt vers nous, mais qu'on le pointe vers ceux qui initient ces complots, c'est-à-dire le commandement militaire algérien en premier lieu, avec tous ces bras articulés que sont la gendarmerie, la police, les indicateurs, tout le système de sécurité algérien. Enfin, j'ai remercié la France d'avoir opposé une fin de non-recevoir à la demande d'extradition. Je remercie le Maroc d'avoir évoqué et soutenu devant l'ONU le droit du peuple kabyle à son autodétermination. Je vous remercie. Très bien. Je peux ajouter quelque chose. La seule façon de finir toute cette affaire, c'est la mise sur pied d'une enquête internationale. Seule une enquête internationale indépendante, faite par des professionnels qui engagent leur réputation dans l'entreprise qui leur sera confiée pour dire qui réellement a incendié la Kabylie et qui a tué un jeune homme à l'Arba-Natirassi. Voilà, c'est juste cela. Pour clore un peu le débat dessus, nous avons beau professer notre innocence, le régime algérien n'arrête pas sa machine de propagande et de destruction de l'opinion, de désinformation, juste pour incriminer des adversaires politiques. Nous sommes des adversaires politiques et nous resterons pacifiques. Rien ne nous diabolisera, rien ne nous contraindra à devenir violents ou à outrepasser nos prérogatives. Nous voulons notre droit à l'autodétermination. C'est un droit sacré et légitime. Je le réaffirme devant
toute l'opinion internationale. Oui, le peuple kabyle mérite son droit à l'autodétermination. Nous ne sommes pas dans le séparatisme. Nous sommes dans l'indépendance d'un peuple, dans la souveraineté d'un peuple, dans la recherche du bonheur, du bien-être, aussi bien du peuple kabyle que de tous les peuples d'Algérie. L'indépendance de Kabylie n'est pas dirigée contre les Algériens. Le MAC n'est pas l'ennemi des Algériens. Le MAC travaille pour le bien-être du peuple kabyle, mais à travers le bien-être du peuple kabyle, tout le monde trouvera son bien-être également, à travers non seulement les peuples d'Algérie, mais toute l'Afrique du Nord. Voilà ce que je voulais ajouter et je vous remercie. Merci. Merci. Ah, ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave, je crois que vous m'entendez. Non, ça va aller. Allô? Avant de donner la parole à la presse, que je remercie au passage pour sa patience. Désolé, on a un petit peu pris un peu de retard. Je demanderai à Maître Pondelon s'il a un mot à dire. Oui, bonsoir, merci pour votre présence. Je crois que, au-delà du drame, je vais avoir sans doute l'occasion de répondre aux questions. Au-delà du drame qui se joue en Kabylie, qu'a parfaitement exprimé le président Ferrari, je crois qu'il y a une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, je dirais, à l'insu du desiderata du peuple, du gouvernement algérien. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous donne la possibilité de déposer aujourd'hui une plainte pénale devant la Cour pénale internationale. Car nous avons enfin tous les éléments constitutifs d'un possible recours d'une plainte devant la Cour pénale internationale de La Haye, dont je suis membre. Par rapport à l'historique qui a été fait par le président, je pense déjà à deux qualifications pénales qui pourraient être réunies. Je vous donne juste une information. Devant la Cour pénale internationale, puisque nous sommes sur le point de déposer cette plainte, l'obstacle essentiel, mais j'aurai peut-être l'occasion de développer, c'est la recevabilité de la plainte. Alors, je pense qu'on a suffisamment d'éléments, on a des vidéos, on a des faits, on aura beaucoup d'éléments, et je crois que Karim Khan, qui est l'actuel procureur général de la CPI, sera sensible aux éléments matériels qui seront versés au dossier. Il y a déjà une infraction qui est réunie, c'est au moins la tentative de génocide. Génocide, bon, on verra un tout petit peu, il semblerait qu'il y ait eu une OPA sur cette infraction depuis les années 40, et puis depuis le drame au Rwanda, mais je crois qu'on est quand même sur des éléments constitutifs de tentative de génocide, puisque ça fait les trois quarts, corriger le président s'il avait dit une erreur, si je connais une erreur du territoire kabyle, des brûlés, des villages, des bébés brûlés. On a la preuve que le gouvernement était parfaitement au courant de ce qui se produisait, ils ne sont pas intervenus. Et donc, je voudrais, avant de vous donner la parole, vous donner un message d'espoir. C'est qu'aujourd'hui, je peux déposer une plainte devant la Cour pénale internationale, et c'est peut-être le début, véritablement, d'une esquisse, une ébauche, un début d'autodétermination, voire d'indépendance, puisque le mémorandum qui avait été déposé au président de l'ONU, malheureusement, qu'on l'accepte ou le déplore, est resté lettre morte, puisqu'on n'a pas eu véritablement de retour. Mais aujourd'hui, quelle que soit l'issue, ils ne pourront pas ne pas nous répondre. Voilà.
Donc, au-delà du drame qui se joue, je répondrai à vos questions sur le plan technique, par rapport au mandat d'arrêt, etc. C'est une fantaisie, hein, c'est une mascarade judiciaire, j'aurai l'occasion de l'expliquer. Mais je crois qu'il y a vraiment un espoir réel qu'aujourd'hui, l'indépendance soit au bout du fusil. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. On va sans trop tarder donner la parole donc aux différents organes de presse. Je vous propose en fait d'intervenir en alternant. On prendra une intervention via Zoom en distanciel et une intervention en présentiel. Voilà. Moi, je commencerai par Madame Joëlle Garus pour l'AFP. La parole est à vous. Vous m'entendez? Madame Garus? Je vous entends, mais les accusations que vous portez aujourd'hui, vous les avez déjà portées dans différents communiqués, et je n'y vois pas de preuves concrètes. Je sais que vous parlez, par exemple, pour les incendies, responsabilité d'incendie, de photos aériennes, etc. Moi, j'en ai visionné quelques-unes. Je ne trouve pas que ce soit très parlant. Je trouve que porter des accusations de génocide, c'est très très fort. Je ne suis pas sûre que les faits soient avérés constitutifs d'un génocide. Donc, est-ce que vous risquez pas de nuire à votre cause avec des accusations aussi fortes? Enfin, en même temps, envoyez-nous les dossiers, envoyez-nous les preuves, comme ça on pourra les voir. Mais n'étant pas spécialiste du dossier, je suis un peu perplexe. Oui. Maître Pondelon va vous répondre. Hein. Merci pour votre question. Oui, une réponse très rapide. D'abord, on n'envoie rien aux médias avant d'avoir saisi les juridictions, puisque vous constaterez que ce n'est pas vous les magistrats. D'abord, il y a les juges, et ensuite, éventuellement, sous certaines conditions, on communique avec les médias. Je n'ai pas parlé, pour ma part, de génocide, j'ai dit qu'il y avait des éléments constitutifs de tentative de génocide, ce qui est également une infraction pénale qui est réprimée par la Cour pénale internationale, puisque vous avez les 4 crimes d'agression qui sont réprimés par la CPI, crimes d'agression, de génocide, de guerre, crimes contre l'humanité. On verra effectivement sur la qualification pénale du génocide, mais outre le fait que ce n'est pas, moi je vais proposer une qualification devant la CPI, mais qu'il appartient au parquet général de qualifier, de poursuivre ou non. Mais à ce stade, il y a des éléments qui plaident en notre faveur. Madame, oui, pardon. Je voulais juste ajouter, est-ce que vous pourrez nous tenir informés justement de l'évolution du dossier quand la plainte est déposée, quand elle est jugée recevable, etc. Parce que ça, c'est très important pour nous. Écoutez, j'en discuterai avec mon client, hein, le président réuni, et bien évidemment, en fonction, je vous répondrai. On vous répondra. Mais contactez-nous. Je respecte votre point de vue, madame, mais nous, en tant que victimes des drames que nous vivons, quand on voit un ambassadeur bloquer toute aide d'équipement matériel pour les hôpitaux de la Kabylie, ça s'appelle comment? Quand on bloque l'aide internationale pour éteindre les feux, tout en ne rien déployant pour éteindre les feux sur place, ça s'appelle comment? Quand on voit, quand on nous trouve sur les lieux des incendies, des capsules, des bombes incendiaires envoyées de l'air, depuis les airs, vous appelez cela comment? Quand vous voyez un arbre qui prend feu par la cime et non pas par la base. Quand vous voyez une maison qui brûle par le toit et non pas par les murs, cela s'appelle quoi? Je pense que nous n'avons pas à donner plus de... Quand vous voyez des gens
qui ont fait des vidéos, voyant un hélicoptère passer et tout de suite voir le feu s'allumer autour. Ce ne sont pas des preuves, tout cela. C'est vrai qu'il ne m'appartient pas à moi de qualifier les faits, mais c'est à moi, c'est à nous, en tant que défenseurs de la Kabylie, de porter les accusations nécessaires concernant le drame que nous vivons. Le peuple kabyle mérite qu'il soit défendu. Il est désarmé. Vous voyez un peuple nu, désarmé, qu'on brûle vivant et qu'on laisse brûler sans lui apporter aucune aide. Et on appelle ça, on voudrait des preuves supplémentaires contre ça. Bref, je respecte votre point de vue, mais comme l'a dit notre Pondelon, il appartiendra aux instances internationales chargées de juger de ces accusations pour savoir si effectivement les preuves sont tangibles ou non. Merci. Merci Madame Garus. On va passer à une question dans la salle, si vous permettez. On va demander à Tarveilis TV, la télévision kabyle, d'attendre un petit peu, puisque voilà, on va privilégier nos invités. Je demanderai aux représentants de Berber Télévision si vous avez une question. Alors, bonjour. Alors, ma question, c'est autour de la demande d'extradiction. Est-ce que, parce qu'on a vu ça sur les réseaux sociaux, mais on n'a pas vu une information crédible ou avec source avérée, est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur cette demande d'extradiction émanant de l'Algérie? Merci. La demande d'extradition est fantaisiste, car sur un plan technique, pour qu'une demande d'extradition prospère, encore faut-il qu'il y ait un accord entre l'État qui demande, l'État requérant, et l'État en charge de l'exécution, de la diffusion de ce mandat d'arrêt, ce mandat d'extradition. Or, la France refuse à ce jour quelques extraditions que ce soit, et je vous renvoie donc aux articles qui ont été faits récemment dans le... À l'évidence, il n'y aura pas de recevabilité possible de cette extradition. Est-ce qu'il y a eu demande? Il y a sans doute eu demande, mais il n'y aura pas de réponse. Par ailleurs, à partir du moment, et ça c'est de la pratique juridique, au-delà du droit, de pratique juridique, à partir du moment où les autorités judiciaires algériennes, qui sont requérantes manifestement sur cette demande d'extradition, sauront, parce qu'elles ne pourront pas le savoir, puisque c'est contre elles que la plainte sera dirigée, qu'une plainte sera déposée auprès du parquet général de la CPI à La Haye, je pense en plus que ça va calmer les ardeurs des autorités judiciaires algériennes. Alors non seulement, pour répondre, j'espère avoir à peu près répondu à votre question, mais non seulement j'estime que la requête est fantaisiste, elle vise à intimider, mais sur un plan juridique, je pense qu'il y a des avocats et juristes en Algérie savent pertinemment qu'elle ne peut pas aboutir, mais la France s'y oppose, et par surcroît, si tant est qu'il y aurait une possibilité qu'elle puisse prospérer, elle sera neutralisée, anéantie par la plainte qu'on aura déposée auprès de la CPI. Donc, sur ce point-là, je pense que c'est plutôt à l'État algérien de se faire tout ceci, mais pas au mouvement représenté par notre président. Merci. Je peux ajouter quelque chose, s'il vous plaît. Je déplore que Berber TV non seulement donne l'information de toutes les accusations portées contre nous, à la fois à la télévision, en direct, dans les journaux d'information et sur le site Internet. Mais, par contre, quand il s'agit de nos arguments et de nos démentis, il n'y a rien par écrit. Voilà.
Merci, merci, merci. On parle de ce qui s'est passé avant, pas d'aujourd'hui. Hein. Merci. Oui, sans trop tarder, on va donner la parole à Madame Elisabeth Mayars, vous nous entendez, qui nous a rejoint des États-Unis, c'est bien ça? Oui, merci. Voilà, la parole est à vous. Vous pouvez parler en français? Merci. Ça nous arrangerait. Hein. Je vais essayer. Merci. Oui, je m'appelle Elizabeth Myers, avocate américaine et indépendante, correspondante pour plusieurs presses aux États-Unis, inclus Ms. Magazine et Inside Arabia. J'ai 3 questions, s'il vous plaît. Premièrement, Monsieur le Président, vous demandez d'une enquête internationale soit menée pour faire la lumière sur les incendies et le meurtre de l'artiste Ben Smail. Vers quel organisme international vous adressez-vous pour cela? Ça c'est la première. La deuxième, c'est au sujet de Kamira Naid Said, président de la CMA. Il a été rapporté qu'elle a été arrêtée et détenue. Y a-t-il eu une déclaration officielle des autorités algériennes sur ce dont elle est accusée? Il y a des nouvelles. Et troisièmement, il a également été signalé qu'elle avait été torturée. Avez-vous des informations fiables à ce sujet-là? Merci. Merci pour votre question. Le maître Pandelon va vous répondre. Hein. Oui, bonjour madame. Je vous réponds très rapidement sur la première question. L'enquête internationale que je vais demander soit diligentée par le parquet général de la CPI concerne tout simplement la Cour pénale internationale, puisque une des infractions auxquelles je pense est visée par le traité de Rome. Par conséquent, il appartiendra au parquet général de la CPI de décider ou non de l'ouverture d'une information judiciaire et de diligenter une enquête. Pour les 2 autres questions, je donne la parole au président. En ce qui concerne l'arrestation de Kamira Naid Said, c'est plutôt une forme de kidnapping. On est venu l'arrêter sans témoin, sans qu'il y ait de convocation, comme cela a été jusque-là pour de nombreux opposants arrêtés, et surtout d'avoir disparu des radars pendant 3 jours. Nous n'avions pas de nouvelles d'elle. Est-ce qu'elle a été torturée ou non? Nous n'en avons pas l'information. Il faudra probablement que les avocats puissent la rencontrer pour savoir si elle se plaint de torture ou non. Par ailleurs, jusqu'à présent, Kamira Naid Said, présidente du Congrès mondial à Mazir, n'a pas été présentée devant la justice. C'est quand même grave. Ça fait presque une semaine et nous n'avons toujours pas de chef d'inculpation contre cette femme, qui est présidente d'une ONG, ne l'oublions pas. Donc, pour le moment, c'est l'opacité totale sur son sort et sur les chefs d'inculpation qu'il y a. Par ailleurs, Kamira Naid Said a été arrêté en même temps qu'un chrétien kabyle qui a déjà purgé 2 ans de prison en Algérie pour sa chrétienté et qui a obtenu le statut de réfugié politique en Tunisie. Il s'agit de Slimane Bouhafs, qui vient d'être, on ne sait pas s'il a été extradé par la Tunisie ou bien est-ce que ce sont des agents algériens qui ont été enlevés en Tunisie au nez et à la barbe des services tunisiens. Dans tous les cas, la Tunisie a piètre image dans cette opération et nous appelons les Nations Unies, le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies à enquêter sur cette affaire et à exiger que Slimane Bouhafs soit remis en liberté. Et pour lui, nous savons ce qui a été avancé par la presse. Parce que pour le moment, le parquet ne s'est pas prononcé lui aussi. Disons que dans la presse,
il a été arrêté parce qu'il était en contact permanent par le téléphonique avec le président Farhat Mehdi. Est-ce que être en contact téléphonique avec moi relève d'un point du code pénal, d'un article du code pénal, pour qu'une telle opération soit menée? Je voudrais que ces deux cas soient particulièrement signalés à l'opinion internationale pour voir la manière dont l'Algérie se moque des règlements internationaux et des conventions internationales qu'il a pour charge d'appliquer et de respecter. Permettez-moi de rajouter un point, c'est-à-dire que l'Algérie a des difficultés à comprendre le mode de fonctionnement de la hiérarchie des normes, puisque l'article 87 du Code pénal, qui réprime tout acte de sécession d'une certaine manière comme un acte terroriste, est en violation avec le fameux article 32 de la Constitution algérienne, une ordonnance d'ailleurs présidentielle qui a été prise après qu'on ait dissoute l'Assemblée populaire, afin qu'on soit sûr que cette ordonnance présidentielle ne soit contestée par personne, parce qu'elle ne passait pas par le processus législatif ordinaire, mais on aurait, si on venait à criminaliser le principe de l'autodétermination, ça signifierait que la loi a une autorité supérieure à la Constitution. Or, que ce soit l'Algérie, le Sénégal, le Chili, l'Argentine ou la France, la Constitution, qui est la charte solennelle d'un État, l'emporte sur la loi. Alors, sauf à vouloir faire une loi que pour M. Guéini, sauf à vouloir faire un coup d'État personnel au nom de la démocratie, de façon paradoxale, il faudrait que la loi l'emportât sur la Constitution pour que ça puisse prospérer. Bon, je crois que tout cela n'est pas très très sérieux. En revanche, ce qui sera sérieux, c'est notre recevabilité dans la CPI. Merci. Pour les cas de torture, pour le moment, nous avons vu des militants ou des gens présentés à la télévision, sûrement avouer des choses sous le coup de contraintes, mais le problème n'est pas là. C'est que nous avons eu certaines informations, mais que nous ne pouvons pas vérifier. Comme quoi, il y a eu non seulement intimidation, chantage à la torture, mais probablement aussi des cas de torture. Mais cela, c'est l'enquête qui le révélera plus tard. Pour Kabira, tant que les chefs d'inculpation ne sont pas avancés, pour Slimane Bouhabs aussi, pour tous les militants arrêtés jusqu'ici, tant qu'il n'y a pas de procès où ils vont s'exprimer librement pour dénoncer éventuellement des tortures, nous ne pouvons pas porter ce type d'accusation. Très bien, merci. On va donner donc la parole maintenant à Khaled B de Kabylie News, puis de Rachid de TQ5. Hein. Voilà. Donc la parole est à vous, Khaled. Désolé. Oh, sincèrement, c'est très simple. J'ai été au Maroc pour la dernière fois en obtenant un visa d'une semaine avec une seule entrée au mois de juillet 2015. Je n'ai aucun rapport, aucune relation officielle avec des officiels ou des
des officieux marocains. J'ai énormément d'amis qui sont au Maroc, qui sont dans la mouvance berbère en général. Ceux-là, je garde des liens de fraternité et d'amitié avec eux, autant que faire se peut. Le Maroc a défendu le droit du peuple kabyle à l'autodétermination depuis 2013 ou 2015, je ne me souviens plus, et il ne fait que réitérer un principe qui, selon lui, fonde sa politique générale. Nous, en tant que mouvement indépendantiste kabyle, nous ne pouvons que nous réjouir du soutien apporté par le Maroc. Mais nous accuser de recevoir des subsides du Maroc, c'est vraiment hors de propos, c'est inconcevable. Je suis quelqu'un qui agit au grand jour et dont les comptes bancaires peuvent être épluchés par tout le monde, par tous les services qui veulent les éplucher pour savoir. Ça a été fait d'ailleurs il y a quelques mois de cela. Hein, et on n'a rien, strictement rien trouvé. C'est Maître Pandelon qui m'avait assisté à l'époque. Donc, je pense que ce sont là juste des méthodes de propagande pour salir un homme et salir un mouvement. Ceci dit, le MAC et le gouvernement provisoire kabyle ne sont le jouet d'aucun pays, d'aucune autre organisation. Si nous recevons du soutien, nous en féliciterons nos bienfaiteurs, mais nous n'en dépendrons en aucune façon. Nous avons une ligne de conduite qui est celle de défendre le droit à l'autodétermination du peuple kabyle. Bienvenue et félicitations à tous ceux qui nous soutiendront dans cette voie, mais croire que nous pourrions, en contrepartie de subsides versés par-ci ou par-là, ce qui n'a jamais été le cas, que nous vendrions notre âme au diable, ceci est inconcevable et inadmissible de notre part. Khaled B de Kabylie News, une dernière petite question peut-être avant de passer à Rachid Dafali Okassi de TQ5. Merci. J'ai appelé les militants du MAC à ne pas verser dans la clandestinité, une fois qu'on a essayé de les terroriser à travers des accusations fallacieuses de terrorisme. Car s'ils venaient à rentrer en clandestinité, les services algériens vont commettre des crimes et les leur attribuer. Je préfère qu'ils soient en prison que d'être en clandestinité où ils vont être accusés d'actes dont ils ne sont pas responsables. Donc j'ai demandé qu'ils soient visibles. Depuis que ces derniers jours, il y a des rafles pratiquement, il y a la chasse à l'homme contre les militants du MAC, je leur demande de rester visibles et de rester et d'avoir toujours des gens avec eux qui témoignent qu'ils ne sont pas ailleurs pour commettre quoi que ce soit, qu'ils aient des témoins en permanence pour ne pas être accusés indûment. C'est vrai qu'il y a un climat de terreur qui est actuellement instauré contre des militants et contre tous les Kabyles. Où vous marchez dans la propagande du régime, ou vous êtes un terroriste, vous risquez de vous retrouver en prison. Donc voilà la situation actuelle. Pour autant, les militants ne renoncent pas à leurs convictions. Même ceux qui sont en prison ne pourront jamais renoncer à leurs convictions. Vous voyez,
on a beau les intimider, les forcer à signer des déclarations, nos militants refusent de le faire, refusent de reconnaître qu'ils aient commis quoi que ce soit au nom du MAC ou que le MAC leur ait donné instruction de commettre quoi que ce soit. Ils reconnaissent avec fierté être des militants du MAC, mais ils refusent d'être des témoins à charge contre leur propre mouvement. Merci. On va passer, désolé pour les présents, on va vous donner la parole tout de suite. On va passer à Rachid Datali de TQ5. Merci d'avoir patienté. Rachid Datali, à vous la parole. تنمية نوان كيف تسوى ديالي فرانسيس تشكون لان وكازم تمنا تقبليت ذكي لدغا تغمسة تغيرلاند. D'abord, je tiens à saluer la louable initiative du GPK de demander et d'insister auprès des instances internationales pour exiger une commission internationale indépendante pour élucider ce crime odieux contre l'humanité en Kabylie avec son lot de plus de 200 brûlés, enfin morts, plusieurs milliers de brûlés à divers degrés, mais surtout aussi l'écocide ou la destruction de la faune et de la flore qui va vraiment créer une crise économique majeure en Kabylie, comme tout le monde le sait, dont l'économie est plus particulièrement basée sur les olives, les figues et les figues de Barbarie, etc. Donc ça, c'est juste un point. Par contre, ma question concerne l'Algérie qui, il y a une semaine, jour pour jour, le mardi 24 août, qui a annoncé la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, le voisin, accusant le royaume d'actions hostiles à l'égard d'Alger. Plus particulièrement, le Haut Conseil de sécurité algérien avait accusé le Maroc de soutenir le MAC, puisque ce mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, selon lui, selon les responsables algériens, est responsable des incendies et de lynchage le 11 août d'un jeune homme accusé à tort de pyromanie et en Kabylie, région ravagée par les feux comme j'ai mentionné au début. Ma question est la suivante. Pourquoi l'Algérie a décidé la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, mais elle ne l'a pas fait avec d'autres pays comme par exemple la France, dont, comme tout le monde le sait, est le pays où se trouve le GPK, le gouvernement provisoire de la Kabylie, mais aussi, chaque semaine, la préfecture de Paris autorise les rassemblements hebdomadaires du MAC GPK. Le même constat est valable pour notre pays qui est celui où je vis actuellement, le Canada, où le MAC GPK est très dynamique et active beaucoup, comme tout le monde le sait. En effet, non seulement des ministres GPK sont présents au Canada, mais aussi plusieurs autorités municipales canadiennes, que ce soit à Montréal ou à Ottawa, la capitale fédérale, autorisent périodiquement des rassemblements du MAC. Ma question, et je finis par là, pourquoi l'Algérie ne rompt pas ses relations diplomatiques avec la France et le Canada? Je termine. Merci, cher ami. Sincèrement, je n'ai pas de réponse à votre question. Et cette question, il faudrait la poser aux autorités algériennes plus qu'à moi. Voilà, tout simplement. Pour autant, je vais quand même continuer sur le volet international. Aujourd'hui, comme Maître Pondelon l'a rappelé, le dépôt de mémorandum peut de nouveau s'effectuer avec les éléments tangibles qu'on peut ajouter au dossier, et nous allons écrire à l'ONU pour faire partie du comité des 24 de la 4e commission de l'ONU pour la décolonisation. Nous y ouvrons droit et nous ferons tout pour être intégrés dans ce comité des 24. Autre chose, la Kabylie est aussi victime ou sanctionnée à travers cette tentative de génocide, comme l'a qualifié Maître Pondelon, parce qu'elle a mis en échec le pouvoir algérien à travers 3 élections majeures. À l'opération Zéro Kabyle, lancée par le pouvoir,
ont correspondu 3 votes, 0 voix, 0 votant en Kabylie pour ne pas légitimer le régime algérien dans ce qu'il a d'institutionnel chez nous. En plus, avec tous les crimes qu'il vient de commettre, avec tous les morts, avec toute la Kabylie brûlée, comment peut-il espérer recueillir quelques voix aux élections municipales de fin novembre qu'il escompte organiser dans 3 mois? J'appelle, y compris à partir de cette tribune, la Kabylie à boycotter de nouveau ce scrutin. Comme cela, le droit à l'autodétermination se sera exprimé de la base au sommet de l'État algérien. Merci. Très bien, merci. Alors que ceux qui sont en ligne avec nous sur Zoom nous permettent un petit peu quelques minutes avec les gens qui sont présents. Donc nous allons donner la parole à notre ami Hamzé Nathan. Hein. Allez, à vous la parole. Merci, bonjour tout le monde, Hamzé Nathan pour l'avant-garde d'Algérie. Beaucoup de questions que je voulais poser ont été déjà posées, donc je reste sur une ou deux peut-être, qui n'ont pas été faites. Alors, le pouvoir algérien parle aussi de d'autres militants du MAC qui sont en fuite et qui risquent aussi peut-être des demandes d'extradition. Je ne sais pas si vous avez une quelconque information là-dessus, parce qu'en fait, le seul nom qui a été évoqué, c'est celui de M. Fatmani. Donc, on ne sait pas s'il y a d'autres qui risquent la même chose, surtout que depuis le cas de Siman Bouhas, maintenant, beaucoup d'opposants algériens et d'opposants à l'Algérie savent aujourd'hui qu'ils ne sont pas forcément à l'abri au niveau extérieur. Donc, quelle est la lecture du mouvement et celle de M. Fatmani sur la situation? Et surtout, ces militants qui sont à l'extérieur restent-ils quelque chose en étant en France ou ailleurs? Merci. Merci. D'abord, il y a un mensonge d'État judiciaire. Dire que les militants du MAC sont en fuite est une incongruité. Ils sont résidents à l'étranger. Ils ne sont pas en situation de fuite. Personne d'entre eux n'a reçu une convocation de la justice pour dire qu'ils se dérobent à celle-ci. Ensuite, pour que ces militants répondent de quelques actes, il faut qu'il y ait des faits tangibles. Hein? Et pour cela, je laisse Maître Pondelon répondre par rapport à la véracité ou la recevabilité des accusations qui peuvent être menées. Ce que je peux donner comme conseil aux militants du MAC et aux militants, aux opposants en général, c'est de ne pas fréquenter des pays qui extradent vers l'Algérie. S'il y a des pays qui sont amis avec l'Algérie, autant éviter de s'y rendre. C'est le seul conseil que je puisse donner. Sinon, chaque résident à l'étranger peut avoir une double nationalité, donc il doit bénéficier de la protection de sa propre nationalité d'acquisition. Et d'autres qui n'ont rien, éviter aussi de circuler tout seul, parce que Bouhafs et Malika Naïtsim ont été kidnappés. Donc, s'il vous plaît, restez groupés et n'allez pas, ne vous exposez pas, ne vous mettez pas en danger et surtout, ne fréquentez pas des pays qui extradent vers l'Algérie. Merci. Maître Pondelon, juste une phrase. Je crois qu'ici, effectivement, il y avait des poursuites pénales qui avaient été diligentées contre d'autres membres du MAC. Je crois que déjà, il y aurait eu une convocation du service de police. Même dans le cadre d'une enquête préliminaire, vous savez que de plus en plus, on raccourcit les délais pour instruire et convoquer par les OPJ
Et je pense que compte tenu de la rester un petit peu sensible des poursuites, déjà il y aurait eu des convocations par OPJ, donc j'y crois pas. Je crois pas. Merci. Merci. Concernant quand même les militants, on parle de manière sélective de militants connus et on oublie ceux du MAC qui sont anonymes, mais qui sont restés d'une droiture aussi bien devant la police que devant la justice algérienne. Je voudrais parler des militants qui sont à la prison d'Arbou, à la prison de Hazar et à Boumerdes, ainsi que à Koléa et à Al-Haraj et à Oran. Cela, personne n'en parle. Ce sont des otages du régime algérien. Ils les prennent en otage pour faire plier le MAC et le faire renoncer à revendiquer le droit à l'autodétermination de la Kabylie. Je leur rends hommage et je me tiens à leur côté. Je le dis devant le monde entier. Je vais faire la manche dans les cafés pour ramasser de l'argent pour l'envoyer à leurs familles et ne pas les oublier et ne pas les abandonner à l'arbitraire du pouvoir algérien. Merci. Je crois que nous avons Lucie Peterman pour l'AFP. Je ne sais pas si elle est avec nous. Lucie Peterman? Ah, je ne sais pas si on a du monde sur Zoom encore. Lucie Peterman, je crois que... Voilà, je crois qu'elle a été représentée par Madame Garus pour l'AFP. Hein. Très bien. Donc nous allons donner la parole à... alors... Travail TV, l'autre, en fait. Hein. On les a laissés en dernier parce que voilà, c'est eux qui... Attends, Bonjour, maître Pondelon. J'ai deux petites questions, une pour le président Farhad Mahni et l'autre pour maître Pondelon. Maître Sinouaï, pourquoi selon vous le pouvoir algérien a intensifié ses attaques en ce moment précis, contre votre personne et contre les militants du MAC? Maître Pondelon, que pensez-vous des poursuites engagées contre les éléments du MAC? Merci. أهلا وسهلا كتنا ضغط المدن حلاوين مقرن وين جهدن خطر سيرجان تقديريس أسيرن نتلجيهم زوين يغناك تموث قديريس أسمي ولا نصرح السن وحيند وفن باللي تموث قديريس سرقوا والسلام في اللينس بغان راح بسن دبو في الميزان. Si le régime intensifie ses attaques, particulièrement contre le MAC ces derniers temps, c'est aussi pour un certain nombre de raisons. L'Algérie n'a plus de projet politique. Au sommet de l'État, il y a plus de lutte de clans que de plans de développement pour le pays. Il n'y a même pas de perspective. L'Algérie n'a plus d'argent. Elle peut emprunter, bien entendu. Elle peut faire travailler le plan Chadier, bien entendu. Mais elle n'a pas les moyens d'imposer quoi que ce soit sur le plan économique et d'améliorer la situation des Algériens. Le pain, la baguette de pain a atteint un prix record aujourd'hui. Il n'y a plus de denrées de première nécessité au marché, dans les magasins. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de liquidité financière pour les citoyens. Il y a des salaires qui ne sont pas payés depuis 6 mois, 1 an. Vous voyez la situation dans laquelle ils sont. Alors,
dans l'impasse qui caractérise le pouvoir militaire, c'est de créer des diversions, aussi bien en se créant des ennemis internes comme le Maroc, que des ennemis externes comme le Maroc, Israël, la France, les États-Unis, les impérialistes en général, comme on les appelle, un langage auquel nous avons été nourris depuis 1963 à ce jour. Il faut toujours un ennemi interne et un ennemi externe. Dans les années 90, on a trouvé un ennemi interne en les islamistes. Aujourd'hui, ils veulent avoir un ennemi interne en les Kabyles. Or, contrairement aux islamistes, nous n'avons jamais tué personne, nous n'avons jamais fait d'attentat, nous n'avons jamais versé dans quelque violence que ce soit. Et malgré la répression qui s'abat sur nous, nous restons droits dans nos bottes. Nous ne verserons pas dans la violence. Nous sommes pacifiques, nous resterons pacifiques jusqu'à l'obtention de notre droit à l'autodétermination et de notre indépendance. Voilà globalement pourquoi l'Algérie s'acharne actuellement sur nous. C'est pour se créer une diversion à l'échelle de l'Algérie pour que les Algériens oublient qu'ils n'ont plus rien. Ils n'ont pas d'école, ils n'ont pas de route, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'huile, ils n'ont pas de pain, ils n'ont rien. Il faut créer un ennemi fictif, remonter la population contre elle pour qu'il oublie la misère. Voilà globalement l'explication que nous pouvons donner de la situation actuelle. On engage des poursuites fantaisistes lorsqu'on se sent déstabilisé. C'est la preuve à contrario de la force de notre mouvement et de la faiblesse du peuple, enfin, du gouvernement algérien. Ils ne peuvent pas ne pas savoir, parce qu'ils sont quand même entourés par des experts, je risque que le mot inconnu, ils ne peuvent pas ne pas savoir que ça ne peut pas aboutir. Or, malgré tout, ils ont perpétré des crimes récemment que l'on connaît. Je crois que c'est la preuve de leur faiblesse, non pas de leur force. Merci. Je crois qu'on arrive à la fin de cette conférence. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui nous a rejoint en cours de route sur Zoom. Alors, si c'est le cas, présentez-vous s'il vous plaît et puis posez votre question. Merci. Bonjour, Zulflawen. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Wanis Menawel, journaliste indépendant. Alors moi, j'avais une question qui s'adressait... Pardon, vous pouvez répéter votre nom? On ne vous a pas bien entendu. Hein. Wanis Menawel, journaliste indépendant. Très bien. Vous m'entendez? Oui, D'accord. Donc, moi, j'ai une question par rapport à l'action qui sera menée devant la CPI. Est-ce que justement beaucoup d'actions ont été menées devant la CPI, beaucoup d'actions ont été diligentées, mais sans réel retour finalement. Alors maître Pandelo, est-ce que vous n'avez pas peur justement d'une forme d'entente entre le gouvernement algérien et les instances internationales? Bonjour, monsieur. Bonjour. Tout est toujours possible. Mais ce qui serait dommage, c'est que cette plainte ne soit pas déposée. On verra ensuite ce qui adviendra. Vous savez, la CPI a fait condamner des personnes qui avaient largement contribué à faire pression sur la CPI. Je crois encore naïvement à l'indépendance de la juridiction. Je crois encore naïvement que si notre dossier est solide, si les preuves que nous apportons au débat sont suffisamment étayées sur un plan matériel, j'ai la faiblesse de considérer, j'espère en tout cas, sauf à désespérer à peu près de tout, qu'au moins une enquête sera ouverte, que le parquet général décidera de poursuites pénales par
à ce qu'elles me paraissent objectivement caractérisées. Merci. Merci. Maître Vandelon, merci pour votre question. Je crois qu'on arrive à la fin. S'il y a une brève question dans la salle, s'il vous plaît, si vous avez une question, sinon on va donner la parole pour clôturer cette conférence de presse au président Farhat Mehni. La parole est à vous. Merci. Je tiens d'abord à remercier Maître Vandelon d'avoir été à nos côtés et de nous assister pendant cette conférence. Je remercie tous les journalistes qui ont fait le déplacement et ceux qui sont intervenus par des moyens de visioconférence ou audio. La parole de la Kabylie est celle de la résistance contre l'infamie qu'on essaie de lui coller. Nous ne sommes pas dans une attitude offensive, dans une attitude d'agression ou de déstabilisation de l'Algérie. Nous sommes là juste pour défendre l'honneur des militantes et des militants, des milliers, des dizaines de milliers de militantes et de militants qui se voient bafoués dans les accusations qui sont portées contre leur mouvement. J'aurais aimé, personnellement, que le calme, la sérénité et la sagesse l'emportent du côté algérien sur l'offensive militaire à la hussarde, surtout l'information et d'accusations fautistes contre nous. Je répète une fois de plus, nous sommes des hommes et des femmes de dialogue. Bien entendu, le droit à l'autodétermination ne sera jamais remis en cause par nous. C'est notre credo, c'est notre objectif et c'est notre droit. Par contre, pourquoi s'acharner à tant de violence, à tant de mort, à tant de dévastation de la nature, juste pour nous abattre? Je l'ai déjà dit du temps de Gaïd Salah, je l'ai dit aux militaires, je le répète une fois. Vous n'avez pas vocation à gérer l'Algérie. Vous avez vocation à défendre le territoire contre des agressions externes. Nous sommes des autochtones. Nous sommes des Kabyles. Nous avons droit au droit à l'autodétermination. Cela se passe entre politiques et non pas dans les bureaux de la police, de la gendarmerie ou de la justice. Pas encore moins entre les bras des militaires. J'en appelle à l'opinion internationale pour valider notre démarche pacifique, respectueuse du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de la légalité internationale. J'appelle les Algériens et les peuples d'Algérie à fraterniser avec le peuple kabyle, qui en aucune façon n'a jamais été et ne sera jamais l'ennemi des Algériens de son côté. Nous œuvrons à ce qu'il y ait entente, mais respect de chacun dans ce qu'il est. Et une Kabylie indépendante sera érigée au bénéfice de tous les Algériens. Si d'aucuns ne comprennent pas la manière dont cela se passera, ils poser des questions et voir plus crédible peut-être pour eux que nous. Nous sommes là pour continuer notre combat, saluer la sagesse et le respect de la norme internationale, du droit en général, et nous sommes prêts à nous soumettre à toute enquête. Nous le visons de manière équitable et de manière impartiale. En revanche, nous tenons à ce qu'une enquête internationale soit diligentée par
toutes les puissances qui régissent le monde et que nous ne soyons pas une pompe de discorde entre les nations, mais un point de convergence entre elles. Le droit à l'autodétermination du peuple kabyle est légitime et toutes les puissances qui régissent le monde ont pour intérêt à ce que ce droit soit respecté pour le peuple kabyle. Ces puissances ne pourront connaître satisfaites une fois que la Kabylie sera indépendante, parce qu'elle sera un vecteur de paix et de coopération entre les nations, entre les peuples, et un facteur de stabilité régionale. J'en suis absolument convaincu. Je vous remercie. Merci, Président. Merci, M. Selouaï. Merci à Maître Pandelon de nous avoir accompagnés dans cette conférence. Je remercie aussi tous les présents, tous les journalistes et médias qui ont répondu présents, que ce soit ici ou via Zoom. Je rappelle à toutes fins utiles. J'y arrive là. Cela, et je les remercierai à la fin. Hein. Je rappelle à toutes fins utiles que nous avons aussi invité les médias algériens, hein, comme on vous a tous invités, et que nous n'avons eu aucune réponse. J'ai simplement reçu une question me disant si on confirmait ou non le mandat d'arrêt et la réponse de la France, alors que c'est paru dans un média français. Donc il aurait été préférable de s'adresser aux médias qui a diffusé cette information. Donc on les a invités, ils ne sont pas là. Voilà, ni d'ici, ni à distance. Voilà, donc merci donc à tous ceux qui ont contribué au succès, je l'espère, de cette conférence. Il y en aura probablement d'autres. Hein. L'équipe qui est avec nous ici, à tous les cadres et à tous ceux qui ont contribué de loin ou de près à faire de cette conférence et de ce premier événement pour la presse internationale un succès. Je vous remercie et